bienvenue dans ce débat du second tour des élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté. Un débat proposé par les journaux du groupe EBRA, Le Bien Public, Le Journal de Saône-et-Loire, l'Est républicain et Le Progrès du Jura. Les 4 candidats toujours en lice dans cette élection sont avec nous. Marie-Guide Dufay, présidente socialiste sortante de la région. Vous avez réalisé 26,52% des voix au premier tour. Et vous vous êtes allié depuis avec les écologistes qui ont fait un peu plus de 10%. Julien Audoul, candidat du Rassemblement National, bonjour. Vous avez réalisé 23,19 au premier tour. Gilles Platré, pour la droite et le centre, bonjour. Vous êtes arrivé en 3e position avec 21,04% des suffrages exprimés. Et enfin, Denis Thuriot, bonjour. Vous êtes le candidat de la majorité présidentielle, 4e qualifié avec 11,69% des voix. Pour vous interroger, nous sommes 2, un franc-comtois, bonjour Bernard, et un bourguignon. Et on va commencer, Bernard, par le casting politique, par l'affiche de ce second tour des élections régionales. Alors, première question politique, c'est pour vous, monsieur Thuriot. Vous avez décidé de vous maintenir au 2e tour. Alors, beaucoup vous reprochent de prendre le risque de faire élire un président du Rassemblement national à la tête de la région. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ? Je réponds tout simplement que la majorité présidentielle n'est pas une variable d'ajustement. Et je comprends mes concurrents qui aimeraient bien récupérer mes voix. M. Platré a déclaré dans la presse qu'il ne voyait pas le Rassemblement national monter et que M. Audoul, de par sa personnalité, ses dérapages, n'allait pas attirer davantage d'électeurs. Mme Dufay a décidé de faire l'aventure et de se constituer prisonnière au sein du Parti communiste et des Verts bloquants. Donc moi, j'ai tout à fait un panel d'électeurs qui n'est pas allé voter manifestement. Je n'ai aucune raison de me retirer. Je combats le Rassemblement national depuis toujours en politique et ce choix aurait été différent en fonction des chiffres. Je précise parce que personne n'en parle. D'abord que Mme Dufay, il y a 6 ans, avec un Rassemblement national beaucoup plus haut, a pris un grand risque. Et elle a eu raison, elle a gagné. Mais elle a pris un grand risque très supérieur au mien. Et je précise d'ailleurs que la situation est identique entre France-Val de Loire et que personne n'en parle. Pourtant, M. Audoul a dit que c'est une bonne nouvelle. Donc lui, il a sans doute une analyse un peu différente. Je ne suis pas son complice, je vous rassure. Et pour moi, la bonne nouvelle, c'est que le Rassemblement national ne soit pas en tête. Et la bonne nouvelle, c'est que le Rassemblement national soit affaibli depuis 6 ans. Et ça, c'est quelque chose que je poursuis. Et je précise que mon maintien évitera de monter le taux d'abstention parce que j'imagine que beaucoup de mes électeurs ne se seraient pas inscrits dans un autre vote parmi mes concurrents. Alors Marie-Guide Dufay, vous êtes prisonnière, comme le dit Denis Thuriot. Est-ce que vous êtes désormais poings et pieds liés avec vos alliés et les communistes et les écologistes? J'entends ça depuis 2 jours. C'est invraisemblable. Avez-vous oublié que j'ai été à la tête de la responsabilité régionale aussi bien en 2010 qu'auparavant, quand j'ai terminé le mandat commencé par Raymond Forny, avec les Verts, et que nous avons mené des politiques absolument dans un souci d'alliance et de communion et d'harmonie, et que je n'ai pas été prisonnière de quoi que ce soit. En plus, ce n'est pas une surprise, je l'ai dit depuis le début, j'aurais voulu faire l'alliance avec les Verts dès le premier tour, parce que les Verts et les écologistes sont les alliés naturels de la gauche, qui est effectivement la famille politique que je représente. Donc, ce n'est pas un scoop, ce n'est pas nouveau que cette alliance se fasse maintenant. J'aurais voulu qu'elle se fasse au premier tour. Donc, n'allez pas chercher des excès de langage pour parler de cette alliance naturelle au moment où la transition écologique énergétique n'est pas une option, est une vraie priorité qui s'impose à tous. Gilles Platré, vous d'emblée, vous avez dit « Je ne travaillerai pas avec Julien Audoul, hors de question qu'on fasse une alliance tous les deux ». Pourtant, vous avez des lignes de campagne qui étaient assez proches finalement tous les deux. Vous avez parlé beaucoup de sécurité, vous avez parlé beaucoup d'éoliennes. Pourquoi Gilles Platré n'a pas voulu faire un pas vers Julien Audoul? Mais pour sa personnalité, vous le savez très bien, je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui s'est moqué ouvertement du suicide d'agriculteurs, quelqu'un qui par ailleurs est mis en examen dans des circonstances douteuses au Parlement européen, quelqu'un qui a passé son mandat à hurler sans jamais travailler le fond des dossiers. Donc ça, c'est tout à fait hors de question. Donc il n'y aura évidemment aucune alliance. Monsieur Audoul a atteint son plafond. Il est condamné par ses propres troupes. C'est quand même une singularité dans cette campagne de voir des colistiers d'un des têtes de liste appelés à voter contre lui. Donc il n'ira pas plus loin. Il n'y a pas de danger du Rassemblement national pour le 2e tour, je le dis très clairement. En revanche, il y a un danger vert. Et Mme Dufay, dont la ligne de conduite est, depuis des années, dormez les petits, dès qu'on commence à dire qu'il y a un danger, nous dit « mais non, pas du tout, dépassionnons le débat ». Vous nous faites référence à cette belle période, selon vous, pendant laquelle vous gouverniez avec les Verts dans la présidence de Franche-Comté. Elle a laissé des souvenirs bien cuisants à ceux qui ont vécu ça. Vous étiez constamment prisonnière
de cette minorité qui en fait faisait la pointe. Et c'est exactement ce qui va se passer. Donc Madame Dufay, vous pouvez nous raconter ce que vous voulez, toutes les histoires, les plus belles histoires pour nous endormir. Les Verts sont des sectaires. Heureusement d'ailleurs, tous les écologistes ne sont pas verts, Monsieur Montagioni. Vous savez très bien que je suis allié avec le mouvement écologiste indépendant d'Antoine Wechter, qui refuse le sectarisme, qui refuse la condamnation du nucléaire, qui refuse les éoliennes et qui finalement fait de l'écologie pragmatique et de terrain, loin du sectarisme des nouveaux alliés et donc de ceux qui feront la majorité de Madame Dufay. Julien Andoul, vous êtes heureux d'entendre que finalement le danger, entre guillemets, ce n'est plus le Front National, le Rassemblement National, mais les Verts. Vous êtes d'accord avec ça ? Bon, déjà, il y a un enjeu qui est important dimanche. Il y a un enjeu de remobilisation de l'électorat en général. C'est un enjeu démocratique. Si les gens ne vont plus voter, un jour peut-être il n'y aura plus d'élection. Donc il faut qu'ils se ressaisissent de ce pouvoir qui est celui du droit de vote, le pouvoir de décider. Ensuite, pour ce qui est des commentaires de M. Platret. M. Platret, heureusement qu'il y avait Rassemblement National lors du dernier mandat, pour être dans l'opposition. La droite, notamment, a voté 95% des délibérations de Mme Dufay, a tout accompagné. Monsieur Platret a voté 17 millions pour les migrants. C'est faux. Monsieur Platret, Monsieur Platret, je sais que vous avez beaucoup, je sais que vous avez arrêté. Monsieur Platret, on laisse finir Monsieur Andoul. Vous répondrez. Non, vous répondrez juste après. Vous allez laisser parler Monsieur Platret, c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup de courtoisie républicaine. Ah bah dis donc, vous parlez de la courtoisie, vous ? Je vais aller au bout de mon propos. Je répondrai tout à l'heure. Si vous le voulez bien. Je répondrai tout à l'heure. Monsieur Platret a voté, comme les élus de droite, 17 millions pour la formation des migrants. Monsieur Platret a voté la plupart des subventions pour les éoliennes. Monsieur Platret inaugure des mosquées radicales à Champforgeuil, une association notamment donc, qui a refusé de signer la charte de la laïcité. Donc Monsieur Platret, c'est la tartufferie incarnée, c'est-à-dire on parle comme le Rassemblement national, mais on agit pire que la gauche. Donc moi je dis à ces électeurs, s'ils veulent véritablement faire barrage à la gauche et l'extrême gauche, qui est un réel danger, parce que ce débat dont on a un petit peu éludé l'importance, c'est celui qu'est-ce qui va diriger la région ? Quelles sont les politiques qui vont être mises en œuvre ces 6 prochaines années ? Et c'est vrai que le bilan de Mme Dufay, on ne l'a pas vraiment fait dans cette campagne. C'est vrai qu'on a parlé des boules puantes, on a parlé d'un peu de tout, on a parlé de tout et de rien, mais pas du bilan de Mme Dufay et surtout pas du risque de cogestion avec les Verts. Parce que Mme Dufay, j'entends que vous nous dites, oui, on a déjà géré avec les Verts. Sauf que les Verts, depuis quelques années, ont pris une dérive très grave. Et notamment Anne Hidalgo qui le dit. Les Verts ont un problème avec la République. Ils ont un problème avec la République, ils ont un problème avec tout ce qui fait la France. Ils sont contre tout. Ils sont contre le nucléaire, ils sont contre l'élevage, ils sont contre, comment dirais-je, ils sont contre le Tour de France, ils sont contre tout ce qui peut faire le profit et l'attractivité de nos régions. Merci. Donc ce serait un très grand risque, de laisser la région à cette caste dogmatique, encore une fois, qui est incarnée par les Verts. Comment vous avez la certitude que la mobilisation va se faire à votre profit ? Je veux dire, il y a des divisions internes importantes au sein du RN. Non mais attendez, je veux bien qu'on s'attache à la Bourgogne-Franche-Comté. La Bourgogne-Franche-Comté a le 2e meilleur score du Rassemblement national au niveau national. C'est une réalité. On a pâti d'une abstention massive de tous nos électeurs. 73% des électeurs du RN ne sont pas allés voter dimanche dernier. On va parler de l'abstention, Julien Et Andoul. c'est eux qui peuvent nous faire gagner. Nos réserves de voix, elles sont immenses. Et nous sommes le seul mouvement qui a des réserves de voix qui permettent de gagner. Les Républicains ne les ont pas. En Marche ne les a pas, la gauche ne les a pas. Donc clairement, il faut se mobiliser pour gagner dimanche. Gilles Platret, on va vous laisser répondre tout de suite parce que vous avez été attaqué par Julien Andoul. En quelques mots, qu'est-ce que vous avez à lui répondre ? Monsieur Andoul, c'est le ministère de la grande gueule. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de mandat exécutif. Moi, je ne peux répondre de mon action que sur mon bilan. Qu'on regarde ce que j'ai fait à Chalon-sur-Saône pour lutter contre le communautarisme et l'islamisme. Et le jour où vous en aurez fait le quart, monsieur, vous pourrez commencer à parler. Vous financez des associations pro-migrants à Chalon-sur-Saône. Vous financez des associations qui mettent en scène des femmes voilées. Monsieur Andoul, on vous a écouté. C'est quand même incroyable. On va laisser Gilles Platret répondre. Moi, je veux simplement vous dire une chose. Vous pouvez raconter toutes les salades que vous voulez. Vous vivez sur... Laissez-moi finir, monsieur Andoul, s'il vous plaît. Monsieur Andoul, je sais que ça vous chagrine qu'on rappelle la vérité. Vous êtes un menteur professionnel. C'est votre fonds de commerce. Donc je n'ai à répondre que vis-à-vis de ceux qui savent l'action que j'ai menée. Et je n'ai pas à rougir de la lutte contre l'islamisme et le communautarisme que j'ai lancé à Chalon-sur-Saône et qui demain sera un des piliers, qui demain sera un des piliers de notre action régionale. Avec l'association turque. On va enchaîner avec Monsieur Thuriot. Est-ce que vous nous disiez tout à l'heure en substance, il n'y a pas de réel risque Rassemblement national en Bourgogne-Franche-Comté. Encore une fois, on met risque entre guillemets, Monsieur Andoul. C'est les Verts pour vous l'adversaire, l'épouvantail de cette élection ?
veux pas jouer les moralistes, mais je pense qu'on a tous intérêt à rester humble. Et quand j'assiste à des duels comme ça, je vais prendre un peu de recul, parce que si c'est ce qui va se passer dans la mandature à venir, ça va être très peu productif pour nos habitants et nos bourguignons franc-comtois. Ce que je veux dire par là, Marie Dufay a perdu 48 000 voix au niveau du Parti socialiste. Étant présidente sortante, ça devrait interroger. Et je pense qu'il y a une grosse responsabilité de l'équipe sortante de ne pas avoir traduit la région dans les faits du quotidien des habitants, ce qui explique aussi qu'ils ne se soient pas rendus voter. Donc il faut prendre cela avec respect de nos concitoyens et surtout les motiver et les concerner. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. C'est sur des guéguerres de duels. Moi, ce que je compte dire aux gens qui n'ont pas été votés, c'est qu'effectivement, le Rassemblement national n'est pas un choix. Ça nous mettrait à l'index. Je l'ai dit, Madame Dufay est otage du Parti communiste qui en est encore à la lutte des classes. Et je pense qu'à l'heure où les entreprises sont très en difficulté, je sais qu'on va en parler, notamment par des mutations profondes. Il faut les accompagner bien en amont et pas venir jouer les pompiers en s'attristant du sort des salariés et de leurs familles. Donc voilà, la vraie vérité, c'est qu'aujourd'hui, moi je pense que le Rassemblement national aura du mal à aller convaincre des électeurs de voter pour lui, parce qu'encore une fois, c'est le parti de la haine, c'est le parti du rejet, c'est le parti qui n'a pas de parti justement et surtout qui n'a pas de valeur républicaine. Donc il faut que nos électeurs l'entendent et c'est surtout contre-productif par rapport à un développement économique. Je rappelle que la région a quand même une bonne partie de ses fonds qui viennent de l'Europe, un mouvement qui est anti-européen, qui est revenu un peu sur sa position à l'euro, on comprend bien. Pourquoi ? Pour des voix, eh bien, c'est pas sa pensée profonde. Il faut qu'aujourd'hui, nos électeurs prennent conscience que le Rassemblement national, ça serait la mise à l'index sur le plan national, ça serait une grosse perte d'emplois, une grosse perte d'entreprises qui fuirait cette région et le monde de l'entreprise. Le monde de l'entreprise, à l'heure où je vous parle dans ce second tour, est très inquiet parce qu'un Rassemblement national serait terrible pour eux, ils l'ont bien compris. Le monde de l'agriculture aussi, quoi que vous en disiez, surtout comment vous les traitez. Oui. Et le monde de l'entreprise est très inquiet de voir demain le risque des communistes et des verts bloquants qui vont en rajouter par rapport aux normes qui sont déjà bien trop lourdes pour eux. C'est important, il y a danger pour l'économie en Bourgogne-Franche-Comté aujourd'hui. Et je pense que le mouvement que je porte, je termine s'il vous plaît, le mouvement que je porte, je préfère dire des choses que des combats stériles, le mouvement que je porte peut incarner cette stabilité, cet équilibre, et cet esprit de développement. Merci. Une question pour Marie-Guide Dufay, juste avant d'enchaîner sur la question de l'abstention. Bernard ? Non, moi je voulais partir sur l'abstention. Je voulais revenir quand même oui. sur des propos extrêmement caricaturaux. Je vais être l'otage de gens qui sont anti-républicains. Enfin, comment peut-on dire cela ? Il y a des excès partout, dans tous les partis. Madame Dufay, qui avait voté M. Macron, aujourd'hui, vous n'avez pas parlé parce que vous perdiez les Verts et vous perdiez le Parti communiste. C'est ça la réalité des choses. Dufay, voilà. Mais ça ne me dérange absolument pas. Monsieur Thuriot, vous traitez les Verts de régressifs. Comment est-ce que je peux vous tendre la main ? Comment je peux vous tendre la main alors qu'effectivement, les Verts, pour moi, sont des alliés absolument naturels. Des Verts qui font de la transition écologique et énergétique aujourd'hui une priorité sur laquelle on doit absolument accélérer toutes nos politiques sur les transports, sur l'alimentation, sur les énergies renouvelables, sur l'habitat. C'est une obligation. Et donc, pour moi, vous êtes vraiment dans la caricature et dans l'excès. Mais lisez le rapport du dernier GIEC quand même. Et vous voyez bien que la question... On n'a pas besoin des Verts pour ça. Ah, mais non, on a absolument besoin des Verts. Parce qu'ils ont préempté l'écologie, mais je suis désolé, l'écologie ne doit pas être de gauche plus que de droite. Je suis désolé, Madame Dufay. Les Verts n'ont pas le monopole de l'écologie, ils ne peuvent pas l'avoir. Les Verts n'ont pas le monopole de l'écologie. Bien. Mais les Verts ont quand même une longueur d'avance sur ces questions-là. Non, ce sont des gauchistes reconvertis en écolo, c'est pas la même chose. Pour moi, ils sont des alliés naturels. Moi, je veux mener une gauche qui est à la fois, qui a deux piliers, un pilier social. Et là aussi, vous caricaturez le Parti communiste, parce que le dialogue social, qui fait que, avec les syndicats représentant les salariés, avec les syndicats patronaux, on mène des discussions, une concertation pour mettre en place des politiques publiques d'accompagnement des entreprises. Ça, c'est le cœur de l'accord que j'ai avec le Parti communiste. Pour autant, le premier vainqueur de ce premier tour, c'est l'abstention, dans des proportions énormes. Alors, est-ce que pour vous, c'est l'échec de la fusion des régions ? Est-ce que c'est une leçon plus générale ? Quel enseignement vous en tirez ? Moi, je voudrais dire quand même, pour poursuivre sur ce que je viens de dire, c'est qu'on l'alimente, cette abstention, quand on se livre à des propos aussi excessifs, aussi caricaturaux. J'ai entendu hier parler, j'allais être la leader des Khmers verts. Je suis symbole du sectarisme. Mais enfin, est-ce que dans toutes les politiques que j'ai menées jusqu'à maintenant, où j'ai un souci de dialogue constant avec tout le monde, j'ai pu montrer ce sectarisme ? Non, franchement, là, on l'alimente, cette abstentionnisme. Non, mais est-ce que c'est ça qui est
projeté ou est-ce que c'est Madame plus profond? Dufay, Madame Sur Dufay, le- Parce qu'on était profond, opposé qu'on alimente dans le les- secrétariat. L'abstention, Incroyable. vous voyez bien qu'elle est nationale, elle n'est pas spécifique à notre région, donc vous ne pouvez pas mettre ça sur le compte de la fusion Mais c'est un Bourgogne-Franche-Comté. scrutin régional. Oui, mais vous voyez bien que dans toutes les régions, cette abstention a été au rendez-vous. Donc on a effectivement un rendez-vous démocratique qui ne se fait plus. Il y a à retrouver le lien avec d'abord les jeunes, qui aujourd'hui se demandent à quoi sert cette élection. Mais il n'y a pas que les jeunes. La région n'est pas assez connue. Alors c'est facile de dire que c'est la faute des gouvernants de la région. Nous communiquons régulièrement sur nos politiques, mais il faut sûrement en faire plus. Et puis moi, je souhaite que par rapport aux jeunes, on puisse mettre en place une instance participative. Je ne suis pas la seule, d'ailleurs, à avoir cette idée, mais il faut qu'effectivement les jeunes soient davantage partie prenante de la construction de nos politiques publiques. Ça permettra aussi de renouer avec un langage démocratique avec les jeunes, parce qu'aujourd'hui, cette absence de respiration démocratique dans notre pays est extrêmement grave. Julien Andoul, pourquoi cette abstention, selon vous? Il y a plusieurs facteurs qui sont, pour certains, bien profonds. Il y a un désenchantement démocratique d'une partie de nos compatriotes, et notamment des catégories les plus populaires. Il y a le sentiment que tout se joue à l'élection présidentielle, que finalement, dans 5 ans d'élections intermédiaires, seule l'élection présidentielle compte. Il y a aussi un manque d'information. Il y a eu énormément de déficit d'information dans cette campagne, et le gouvernement a sa part de responsabilité, les professions de foi. Les professions de foi. Et là, pour le second tour, nous savons pertinemment que bon nombre de nos concitoyens, notamment dans la ruralité, ne recevront aucune information. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, je dirais l'ensemble de ces facteurs, et puis aussi la crise sanitaire, les reports, les non-reports, etc., n'ont pas évidemment favorisé la participation. Et puis, moi je le pense, il y a eu le phénomène des sondages qui a aussi impacté le Rassemblement national. Peut-être que les sondages ont fait croire à certains que tout était déjà fait d'avance, que le RN allait pouvoir gagner des régions et qu'il n'y avait pas besoin de se mobiliser. Moi, j'ai énormément d'électeurs qui ont dit on votera pour vous au second tour. Moi, je leur dis que si les électeurs du RN votent, ils gagnent. À chaque fois qu'ils se déplacent, ils gagnent. Quand ils font reculer l'abstention, ils gagnent. Ils ont gagné aux européennes, ils ont gagné dans nos communes avec une large participation. Donc dimanche, s'ils se mobilisent en masse, et en masse, c'est quoi ? 50 000 électeurs. 50 000 électeurs du RN peuvent décider de la victoire dimanche. C'est en tout cas le travail que je fais sur le terrain depuis cette campagne entre deux tours. Alors, Monsieur Plattret, vous, est-ce que vous êtes sur cette même analyse générale, ou est-ce que vous pensez que quelque part, il y a un mal plus profond, institutionnel, qu'il y a trop de strates départementales, régionales, et qu'il faut aussi s'attaquer à ce problème-là? Il y a un phénomène conjoncturel, et c'est un vrai scandale, c'est la non-distribution des professions de foi. Je ne déborderai pas là-dessus. On a lancé, vous le savez, sur nos réseaux, une collecte d'informations dès le lundi matin pour savoir quelle était l'étendue du désastre en Bourgogne et Franche-Comté. On en est maintenant, et on n'a pas fait le tour, à 500 communes sur 3700 qui n'ont pas été distribuées. Et je ne dis bien, on n'a pas encore appelé toutes les mairies. L'État parle de 10%. Non, mais oui, ça, c'est ce que M. Darmanin essaye de faire croire devant le Sénat pour calmer le jeu. Mais on est bien au-delà. Je pense qu'on va arriver à une situation où pratiquement, même dans les grandes villes, je peux en témoigner, y compris dans la mienne à Chalon-sur-Saône, où la moitié du corps électoral n'aura pas eu accès aux professions de foi. Ça, c'est le premier élément. Mais vous avez raison, et d'ailleurs, vous avez interpellé la présidente sortante qui n'a pas répondu à votre question. C'était bien un journaliste franc-comtois qui demandait si la fusion avait été une réussite. Moi, je pense que les grandes régions sont une machine à désintéresser les gens de la gestion et de la politique. Parce qu'on a éloigné, en fusionnant, sans qu'il y ait aucune concertation. Moi, j'aime bien quand on a, Madame Dufay, la main sur le cœur en disant « il faut écouter les gens, il faut concerter ». À quel moment les a-t-on écoutés et les a-t-on concertés pour fusionner la Bourgogne et la Franche-Comté? Tout ça a été décidé par vous-même, par M. Patria, dans le bureau de M. Hollande. Attendez, qui l'a demandé les premiers? C'est bien vous et M. Patria, je n'ai rien inventé. Et donc elle a été approuvée par le président François Hollande, sans que la population soit jamais consultée. Moi, je crois honnêtement que cette grande région est une machine, et c'est d'ailleurs pas la seule, en France, il y en a d'autres, est une machine à éloigner le citoyen de l'institution. C'est pour ça que dans notre projet, vous l'avez bien noté, on veut décentraliser, créer des maisons de la région dans chaque département, pour que avec des élus et des agents, pour que les habitants finalement s'intéressent un peu plus à ce qui concerne leur quotidien, mais surtout qu'ils y aient accès par de la proximité. C'est le grand échec. La fusion, elle a amené des augmentations d'impôts,
elle admet des frais supplémentaires, elle coûte plus cher qu'avant. Quand vous additionnez les 2 frais de fonctionnement des anciennes régions, vous avez plus aujourd'hui avec la nouvelle. Donc on a un vrai enjeu de proximité et je pense que là, c'est aussi une des clés de l'abstention redoublée dans cette élection. Denis Thuriot, vous qui êtes le candidat de la majorité présidentielle, est-ce que vous estimez que ce gouvernement, ce président que vous soutenez, a aussi une responsabilité dans cette abstention, dans ce désamour pour la chose publique, politique ou pas? Non, je ne le crois pas très sincèrement parce que l'abstention, ce n'est pas du temps d'Emmanuel Macron que nous la connaissons, hein, elle est grandissante depuis bien longtemps. Ensuite, moi je veux bien qu'on accuse le gouvernement de tous les maux, mais justement je ne le souhaite pas parce que ça n'est pas la réalité. Vous parliez de caricature, Madame Dufay, c'est ce qu'on est en train de faire. L'absence de profession de foi dans un certain nombre de communes, la majorité présidentielle en pâtit, et à mon avis beaucoup plus que la présidente sortante. Donc voilà, il n'y a aucun intérêt à cela, et ce sont les prestataires qui n'ont pas fait leur travail, et je pense qu'il faudra en tirer les conséquences. Il faudra surtout en tirer les conséquences sur une nouvelle façon de voter. Vous voyez, j'étais hier assisté, parce que j'aime bien le foot, je suis un footballeur aussi, avec des jeunes en terrasse, et ça m'a permis d'écouter aussi, parce que je pense que c'est important d'être avec eux. S'ils ne sont pas allés voter, c'est parce que voilà, ils trouvent que la solution n'est pas simple parfois de se déplacer, et ils sont ailleurs, et c'est trop compliqué pour eux dans leur esprit de faire une procuration. Aujourd'hui, nous devons passer. Moi, j'ai des machines à voter à Nevers, c'est déjà un progrès, et j'ai demandé à Gérald Darmanin, il est en train de faire un audit pour pouvoir les redévelopper dans les villes, puisque c'était bloqué. Je pense qu'il faut s'orienter sur un vote à distance. Rappelez-nous comment ça marche en 2 mots, les machines à voter, qu'on comprenne bien. C'est assez simple, et on peut faire le double vote dessus, puisque les gens, et je l'ai fait, ont voté à la fois sur les départementales et sur les régionales. Vous avez les listes qui figurent, vous avez un numéro à valider, et vous avez ensuite un bouton de validation, et vous avez voté. Donc c'est très simple, on reste très peu de temps en période de sortie de crise sanitaire. Monsieur Thuriot, attendez, je termine. On laisse juste venir Denis Thuriot, vous pourrez lui rappeler. Non, pas pour vous, mais pour il y a eu autant d'abstention. Il y a eu de l'abstention. Je ne dis pas que ça change, je dis qu'il faut des moyens modernes pour intéresser les jeunes. Et ce n'est pas le seul. Il y a le vote par Internet. Aujourd'hui, on peut payer par Internet sans se faire dévaliser son compte. Il y a le vote par correspondance qu'on a enlevé, mais qu'on pourrait remettre. Aujourd'hui, on a de l'intelligence artificielle qui peut permettre de contrôler. Moi, je veux bien que vous dites cela, Monsieur Patré, mais si on ne change pas, on ne changera pas l'abstention. Le vote par correspondance ne permet pas la liberté du vote. Vous aurez des chefs de famille qui vont décider dans certaines communautés à la place de tout le monde. Est-ce que vous voulez l'isoloir, ça préserve la liberté? Vous êtes d'accord avec moi? Alors restons comme ça, mais l'isoloir préserve la liberté. La vraie vérité. La vraie vérité, quand on écoute les gens, parce que c'est ça qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on arrête d'être dans l'entre-soi de nous qui nous intéressons au quotidien à la politique. Les jeunes, et notamment, mais les gens en général, ils veulent, qu'est-ce qu'est la région quotidien pour eux? C'est loupé, Madame Dufay. Ils ne savent pas quoi me répondre quand je leur dis c'est quoi la région pour vous, alors qu'elle est tellement présente dans leur rénovation de lycée, quand ils sont scolarisés, dans les transports, quand ils payent peu que c'est la gratuité. Ça n'a pas été traduit. Et c'est ça qui fait que les gens ne voient pas d'intérêt de voter parce qu'ils ne voient pas la région chez eux. Julien, vous vouliez réagir sur cette question du vote par Internet, des machines à voter. C'est comme ça qu'on fait revenir les électeurs aux urnes? Je ne vois pas en quoi des machines à voter vont inciter les gens à... Mais ça n'a rien de moderne. Il faut se déplacer dans un bureau de vote, Monsieur Thuriot. Le problème, c'est pas la façon dont on vote. J'ai dit que c'était un cumul de nouvelles choses. J'ai pas dit que c'était que les machines à voter. Ce qui aurait été intelligent de la part du gouvernement, comme il s'était engagé au début de cette campagne, c'est de lancer des clips. Il y en a eu. Non, c'est faux, Monsieur Thuriot. Il n'y a pas eu de clips pour inciter les gens, et notamment les jeunes, à aller voter. Et puisque vous parliez du match de l'équipe de France hier, oui, je l'ai regardé aussi, et on se réjouit de la qualification de l'équipe de France, il aurait été intelligent que le gouvernement donc, fasse en sorte qu'il y ait des clips à la pub, justement pour inciter les jeunes à aller voter. On ait des clips on a su faire des très beaux clips pour sensibiliser sur l'alcool au volant, sensibiliser sur un certain nombre de sujets. Et bien aujourd'hui, il y a besoin de clips pour sensibiliser sur l'impact de la démocratie, le rôle du vote aujourd'hui. Le gouvernement se nourrit de l'abstention. Le gouvernement... Je ne crois pas, non. Si. Je ne crois pas du tout. Non, si. Monsieur Macron voulait laisser de côté ces élections régionales et départementales et puis tout de suite se lancer dans l'élection présidentielle. C'est pour le savoir, ça l'intéresse grandement. Rien n'a été fait. Vous faites des procès d'attention, est-ce que le problème de fond, c'est quand même pas qu'en 2020, il y a eu 34% de jeunes en plus qui se sont inscrits à Pôle emploi? Alors, les clips, c'est bien beau, mais le vrai problème de fond, c'est ça. Non, mais le problème de fond, évidemment. Mais il n'y a pas d'avenir. Oui, non, mais les deux sont liés. Si les gens ne vont pas voter, rien ne changera. Si on fait croire à nos compatriotes que finalement, rien ne bougera dans notre société, que nous sommes condamnés à avoir 245 000 chômeurs dans la région,
400 000 pauvres, si nous sommes condamnés à avoir la région la moins attractive de France, parce que ça, on n'en parle pas assez, mais le bilan de Madame Dufay, c'est cela, c'est 17 années de gestion socialiste. C'est la région qui est la plus mauvaise en termes de numérique, en termes de désertification médicale, en termes d'attractivité, en termes de délocalisation, en termes de perte d'emploi. C'est ça aujourd'hui. On va laisser répondre Madame Dufay. Alors, est-ce que c'est la majorité en place qui n'a pas assez communiqué, qui n'a pas assez dit ce que faisait la région? Est-ce que vous prenez votre part de responsabilité? Est-ce qu'il faut des machines à laver, à voter, des clips? Qu'est-ce qu'il faut? Je viens d'entendre M. Odoul dire qu'on était la région la moins attractive de France. On est la 6e d'Europe. Nous, la petite région. Ce sont des enquêtes extrêmement sérieuses qui le montrent. Nous avons aujourd'hui mis en place une force de frappe au niveau de la région pour aller chercher des investisseurs extérieurs, pour qu'ils viennent attirer par les compétences de notre région, par l'ADN industriel de notre région, par les écosystèmes que nous avons su développer, aussi bien dans le Nord Franche-Comté qu'à Dijon, qu'à Besançon, qu'au Creusot, autour de l'alliance entre chercheurs, entreprises. Et nous sommes la 6e d'Europe. Donc dire qu'on est la moins attractive de France, c'est faux. Et sur quelle étude vous basez-vous? Soyez attentifs à être plus mesurés, parce que là, franchement, on renvoie une image qui est complètement déformée à nos concitoyens. Donc, sur l'abstention, alors peut-être que la région n'a pas assez communiqué, sauf que chaque fois que je communique et que nous communiquons par le biais des outils de communication que nous avons pour faire connaître nos politiques, pour vraiment rentrer dans le détail, j'entends de la part de mon opposition, c'est de la com et il faut arrêter ces crédits de com. Donc, c'est quand même un peu le cercle vicieux. Je reconnais que nos concitoyens, alors je ne sais pas si c'est spécial à la Bourgogne-Franche-Comté, hein, nos concitoyens ne savent pas suffisamment ce que fait une région. Alors que oui, la région, elle est partout. Elle est dans la formation, elle est dans les lycées, elle est dans les transports. C'est vrai, c'est vrai. Donc, moi, je veux bien prendre une part de responsabilité. Simplement, je vois que dans toutes les régions, la situation est la même et l'abstention est la même. Mais pardonnez-moi, Madame Dufay, il n'y a pas besoin de budget com pour que la région soit comprise. Il faut des élus régionaux sur le terrain. Aujourd'hui, personne n'est capable de citer le nom d'un de ces conseillers régionaux. Il faut que les élus assurent des permanences, se fassent connaître, assistent les maires, les présidents de communautés de communes, les aident à monter les dossiers pour les budgets européens, pour les budgets régionaux. C'est ça la vraie vérité. Dans notre programme, nous on s'engage à ce qu'il y ait un point régional à moins d'1 heure de chacun. Ouais. C'est ça, ça ne coûte pas cher. Bon, si on veut être dans la vérité des choses, la difficulté, c'est qu'une collectivité comme une collectivité régionale, elle ne s'adresse pas comme une mairie aux citoyens. Elle devrait. La collectivité, Madame Dufay, c'est bien le problème. C'est bien. Vous me laissez parler. Elle travaille pour les citoyens. Mais pour les citoyens, pour l'emploi, elle travaille avec les entreprises, elle travaille avec les organismes de formation. La politique publique que l'on met en place, elle est définie et travaillée avec les entreprises, avec les organismes de formation, et au bout du compte, c'est le citoyen qui en bénéficie. Mais on n'est pas en lien direct avec le citoyen pour mettre en place ces politiques de formation ou de développement économique. Gilles Plattret, pour finir, parce que je vois que le temps arrive, Gilles Plattret a un peu de retard au niveau du temps de parole sur cette question. C'est bien la première fois. Vous avez du retard au niveau du temps de parole. Oui, c'est vrai. Non, mais je voudrais juste réagir à ce qu'a dit Mme Dufay. Mais alors là, il y a une différence fondamentale. Vous considérez qu'en réalité, la région n'a pas à traiter directement avec les citoyens. Mais je trouve que c'est quelque part assez scandaleux. La région, précisément, a besoin d'être sur le terrain. Elle ne l'a pas été sous votre présidence, et l'idée, c'est précisément de l'y mettre. Que vous soyez lycéen ou parent de lycéen, usager du TER, chef d'entreprise sollicitant une aide diverse et variée en fonction des règlements d'intervention de la région, association sollicitant également un coup de main ou un coup de pouce, ou bien tout simplement simple citoyen qui voulait vous informer sur ce qui se passe. Vous ne croyez pas que la région a à voir directement avec les citoyens? J'ajouterais, et là pour le coup c'est un point d'accord avec M. Thuriot, que la région a été totalement absente de son contact avec les maires. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc oui, il faut du contact, oui, il faut des élus sur le terrain, oui, il faut des élus qui fassent des permanences et qui, comme les maires le font d'ailleurs, se mettent à portée d'engueulade. Aujourd'hui la région, on la voit de très loin, mais on ne peut pas la solliciter directement. Et tout ce qu'on a vu sur le terrain pendant cette campagne, ce sont des gens qui finalement la trouvent trop lointaine. Donc l'un des enjeux, et ça c'est fondamental, c'est bien la proximité. Je pense que c'est une des clés. Pourquoi est-ce qu'on vote encore hors période Covid comme l'année dernière? Pourquoi est-ce qu'on vote encore beaucoup pour les municipales? Précisément parce qu'il y a de la proximité avec les élus. Eh bien, faisons une région qui soit dans la proximité. Je suis sûr que c'est le meilleur moyen
que nos concitoyens s'intéressent un peu plus au moment du vote. Juste un mot là-dessus. Très rapide, s'il vous plaît. L'alliance que la région fait sur les territoires, elle est avec les communautés de communes. Mais c'est une erreur. Toutes les communautés vous ne pouvez pas la limiter toutes à les cela. communautés d'agglomération. Vous faites une erreur. Si nous avons fortement Vraiment. sécurisé tout le monde économique, et notamment l'économie de proximité, les commerces, les artisans, pendant la crise que nous venons de traverser, c'est grâce à une alliance extrêmement étroite avec Alors, toutes c'est les pas la- communautés. c'est pas l'avis des Grâce à la présidents. relance de C'est l'État toutes les que les régions redéploient. Justement, on va parler Grâce à la d'économie. région de l'État S'il vous avant plaît, tout. s'il vous plaît. Faut que nous On va parlions parler de d'économie. relance de l'État. On va parler d'économie, les grosses compétences de la région. Et je pense qu'on ne peut pas aborder le cas d'actualité en ce moment à Saint-Claude, dans le Jura, de la fonderie MBF Aluminium. C'est en liquidation judiciaire, 280 salariés qui se sentent trahis, c'est ce qu'ils disent. On va évoquer ce cas précis pour parler un peu d'économie. Julien Audoul, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce qui se passe en ce moment à Saint-Claude, dans le Jura, qui est un peu symptomatique d'une région industrielle qui perd peu à peu ses industries, qui a du mal à se maintenir comme une grosse région industrielle, alors que la Bourgogne-Franche-Comté est une des plus grosses régions industrielles de France? Ce qui se passe à Saint-Claude, c'est une immense trahison, déjà. Trahison de l'État, trahison de la région. Je tiens à dire qu'il n'y a pas de fatalité. Je veux dire, on parle de la Bourgogne-Franche-Comté comme si elle était condamnée à devenir un désert social et industriel. Ça a été une région industrielle, elle est condamnée à voir ses emplois donc supprimés, elle est condamnée à avoir du chômage. Non, elle n'est pas condamnée. Il faut du volontarisme. Il faut arrêter de faire des belles promesses. Il faut arrêter de faire semblant. Et moi, c'est vrai que je suis assez dépité par l'attitude de la candidate sortante vis-à-vis des salariés d'MBF, qui s'est servi opportunément de la détresse de ces 280 salariés pour en faire un fait électoral, pour en faire un outil électoral. Il y a eu des promesses, il y a eu des incantations, il y a eu des déplacements, il y a eu des annonces, il y a eu tout un tintamarre qui a été fait, on va sauver MBF. Le résultat, il est là. Le résultat, c'est que la région n'a pas voulu soutenir, et l'État aussi, n'a pas voulu soutenir le seul repreneur français, M. Azoulay, qui était disposé, qui avait un véritable projet de reconversion, un projet d'avenir pour la société. La région a fait semblant, la région l'a lâché. Moi, je tiens à dire qu'avec mes propositions, MBF aurait été sauvé. Un fonds souverain régional qui serait rentré au capital, qui aurait soutenu M. Azoulay pour préserver l'emploi local. Parce que préserver l'emploi local, c'est une nécessité. La région ne l'a pas fait depuis le début du mandat. Parce qu'on parle d'MBF, mais il y a toutes les entreprises aujourd'hui qui se meurent dans la région, qui se meurent d'une, je veux bien qu'il y ait un modèle économique, c'est vrai, il y a un modèle économique du libre-échange qui est soutenu par le gouvernement, qui est soutenu par Madame Dufay, qui condamne nos entreprises, mais surtout, il y a une immense passivité, il y a un immense renoncement. La région ne fait rien, la région n'a rien fait pour General Electric, à part regarder sombrer donc, les plans sociaux. Donc à un moment donné, il faut du volontarisme, et moi je souhaite faire de la région un bouclier social et industriel. En l'occurrence, vous n'êtes pas le seul à proposer une entrée au capital. Est-ce que Les autres est-ce que le rôle d'une collectivité régionale est d'entrer dans le capital d'entreprises privées? Mais le rôle d'une collectivité, c'est de venir... Est-ce que c'est sa place? C'est de venir au secours des salariés. Aujourd'hui, on a une situation économique qui est gravissime. Et à tous les niveaux, la région doit prendre sa part. La région doit arrêter d'être passive et lointaine. Parce que c'est vrai que la région, on ne l'a pas entendue depuis 5 ans. À tous les niveaux. On ne sait pas ce que c'est que la région Bourgogne-Franche-Comté. On sait qu'on a des élus, on ne sait pas à quoi ils servent, on a des compétences, on a 2 milliards de budget, on ne sait pas à quoi ça sert. Moi, je souhaite véritablement qu'il y ait tout simplement du volontarisme et qu'on entre au capital quand c'est nécessaire. Si vous avez 10 MBF dans la région, vous entrez dans le capital de 10 entreprises. Mais il ne faut pas prendre 51%. Vous savez, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous pouvez entrer au capital avec une faible part et ensuite faire venir des investisseurs privés publics. Et en fait, c'est une dynamique vertueuse. Le fait tout simplement d'agir, le fait d'entrer au capital, le fait de dire que ça ne se passera pas comme ça, qu'on ne laissera pas faire, qu'on ne donnera pas de l'argent à des patrons voyous, qu'on n'apportera pas de l'argent public à ceux qui envoient la production en Chine ou au Maghreb. Tout ça, c'est une réponse à apporter. Ça n'a jamais été fait par la région de Madame Dufay. Monsieur Thuriot, sur ce cas de Saint-Claude, de MBF, que doit faire la région plus globalement pour le paysage économique? Mais on peut prendre cet exemple. Vous savez, les yaka faucons de M. Audoul, c'est facile, il n'invente pas l'eau chaude. Aider les entreprises à rentrer au capital, c'est pas quelque chose de nouveau qu'a inventé le Rassemblement national. Quand il le faut, pourquoi pas? Il n'y a rien contre le public-privé. Moi, je voulais dire déjà que
pour les presque 300 salariés qui perdent leur emploi, c'est un deuil. Voilà. Et ça serait peut-être bien qu'on les respecte un peu, qu'on n'en fasse pas un enjeu de débat politique. Ce sont des familles impactées, ce sont des gens qui m'ont reçu, qui nous ont sans doute à peu près tous reçus. Je ne crois pas M. Odoul d'ailleurs. Oui, c'est un problème démocratique. C'est eux qui décident. Moi, je ne me suis pas imposé. Et donc, j'ai pu comprendre, alors que c'est une belle entreprise dans laquelle notamment Renault avait investi, avec des machines nouvelles, avec des moteurs tournés vers l'hybride. Et pour moi, c'est incompréhensible. Par contre, il faut peut-être savoir de quoi on parle, et j'ai l'impression que ce n'est pas le cas de M. Odoul. Ce n'est pas l'État qui a décidé. Je ne me fais pas l'avocat de Mme Dufay, mais ce n'est pas la région non plus. C'est la justice. Et la justice est indépendante en France. En tant qu'avocat, je le sais. Donc, que dirait-on si l'État s'était immiscé dans un jugement? Donc, c'est la vraie difficulté aujourd'hui, c'est qu'un tribunal a pris une décision, sans doute un peu rapide. Pourquoi rapide? Parce qu'il y avait de quoi tenir. Et je pense que Mme Dufay s'était engagée à aider parce que l'État était derrière. Et donc, ce partenariat me semblait intéressant, mais il fallait un peu de temps pour trouver un repreneur. Et quand on prend du temps, ça nécessite de l'argent pour payer les salaires. Or, il y avait un engagement de paiement des salaires qui se poursuivait. Il n'y avait pas péril en la demeure. Et je comprends que c'est angoissant pour des salariés d'attendre, mais il vaut mieux attendre un peu. Et quand j'ai vu le dernier renvoi à 8 jours, je ne le comprenais pas. On ne trouve pas quelqu'un qui s'engage comme ça en 8 jours. Je rappelle que l'État aussi est créancier de 10 millions d'euros de dettes. Et les a gelés le temps qu'une solution soit trouvée. S'il l'avait exigé, c'était terminé. Et il y a une règle dans le dépôt de bilan, c'est quand le passif est supérieur à l'actif, ce qui est le cas. Par contre, il y avait une possibilité de sortie. Et donc, moi, je suis allé leur dire que l'État prenait toute sa responsabilité pour trouver un repreneur et l'accompagner, mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Celui qui était trouvé n'avait pas assez de fonds privés, semble-t-il, et ça n'aurait pas été pérenne. Donc, ce n'était pas leur faire un cadeau. Maintenant, il y a une solution. Il y a une solution. C'est l'appel. Moi, je ne sais pas. Il y a possibilité de faire appel. Ce n'est pas moi de le dire ou de le faire. Mais il y a une possibilité peut-être d'avoir une autre décision. Alors, je ne veux pas laisser de faux espoirs. À chacun de prendre ses responsabilités. En tout cas, pour l'État, c'est incompréhensible. Mais c'est une décision de justice. Gilles Plattret, sur le même thème? Oui, sur ce thème, d'abord, effectivement, une pensée d'abord pour les familles. Parce qu'on a 282 personnes qui sont aujourd'hui sur le carreau. Et au total, pour la ville de Saint-Claude, c'est une déflagration absolument extraordinaire. Je rappelle que cette ville a déjà perdu beaucoup ces dernières années. Moi, je voudrais juste qu'on remonte un tout petit peu cette affaire-là, sans vouloir être trop long, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. En réalité, l'État, d'une façon générale, a condamné les fonderies. Moi, parce que l'interdiction du moteur thermique et du moteur diesel d'ici 2040, sans accompagnement fort sur les industries qui en vivaient directement ou indirectement, condamne. Moi, je suis effrayé, je ne veux pas être trop long. On a un rapport de mai 2020, le rapport Roland Berger, qui nous dit concrètement qu'il faudra accepter qu'on ne pourra pas sauver tout le monde et qu'on aura 40% des emplois de la fonderie automobile qui devront disparaître. Mais comment est-ce qu'on peut accepter ça dans le pays? Vous voyez comment on a fait fondre, sans mauvais jeu de mots, notre industrie française avec des décisions comme ça? Donc aujourd'hui, hélas, ces salariés en sont les victimes. Je ne vais pas jeter la responsabilité sur les uns et les autres. Il y a une situation qui est façonnée depuis très longtemps. Maintenant, il faut qu'on agisse. Et demain, si je suis élu président de la région, ça sera évidemment un des premiers dossiers qu'on prendra à bras-le-corps. Ça veut dire quoi? Vous avez 280 personnes qui ont une qualification, qui représentent une force de travail et de travail vraiment spécifique qu'il faut absolument maintenant reconvertir en amenant sur le territoire de Saint-Claude des entreprises qui puissent finalement les employer. Ça, c'est l'urgence aujourd'hui. Et j'ajouterais, parce que je ne veux pas être trop long, que nous avons aussi un dossier de désenclavement de Saint-Claude. Saint-Claude, c'est une commune, je vous l'ai dit, qui a perdu beaucoup ces dernières années. Dans le Jura, pour que tout... Voilà, bien sûr, dans le Jura. Eh bien, le département du Jura est prêt à porter, et je veux que la région soit à ses côtés, un projet de tunnel qui relierait Saint-Claude au pays de Gex. Il y a eu une communication il n'y a pas très longtemps sur le sujet, qui mettrait finalement Saint-Claude à 15 minutes de Genève. C'est peut-être, alors évidemment ça ne se fera pas en 2 ans, mais c'est sans doute une solution pour l'avenir, pour garder de la vitalité sur ce territoire qui a un avenir, il faut le croire. Par contre, il y a une période d'accompagnement, et ça, la région devrait être aux côtés de l'État pour vraiment amener de nouvelles entreprises, pour que ceux qui travaillent à Saint-Claude puissent demain continuer de le faire. Alors, vous me faites la transition par rapport à l'automobile, parce que Peugeot s'oriente vers le véhicule électrique. On a aussi un projet fort. Je vais peut-être quand même pouvoir répondre sur FBF. Bon, et après, je vous poserai la question. Excusez-moi de vous interrompre, mais... Allez-y sur ABF, on a parlé, c'est l'exemple qu'on a... C'est quand même lié, mais allez-y. Oui, mais j'ai entendu de telles inepties que je voudrais quand même avoir un moment pour répondre. Donc ce qui se passe, c'est un malheur. C'est un malheur pour Saint-Claude, c'est un malheur pour les familles, c'est un malheur pour notre région. Mais monsieur Odoul, vous dites des choses fausses de bout en bout. Nous aurions abandonné
le seul repreneur qui se prenait, qui existait. Nous nous sommes engagés par écrit auprès du tribunal pour que, si ce repreneur était accepté par le tribunal, eh bien, que nous rentrions dans le capital de son entreprise et qu'en même temps, nous lui amenions une aide en investissement assez considérable. Je me suis d'ailleurs désolidarisée de l'État pour prendre cette décision parce qu'effectivement, l'État, pour des raisons qui regardent l'État, ne voulait pas soutenir ce repreneur. À partir du moment où c'était le seul repreneur, j'ai pris cet engagement. Donc ce que vous dites déjà est archi faux. D'autre part, la région effectivement avait mis sur la table un projet public-privé consistant à aller chercher des investisseurs et rentrer aussi dans le capital de ce pool qui serait constitué avec les investisseurs. Là, M. Thuriot a parfaitement raison, ce n'est pas en quelques jours que cela peut se faire. Et nous avions besoin d'au moins 15 jours de plus parce que nous avons contacté une trentaine d'investisseurs qui ont tous dit non, sauf 3. Les 3, nous sommes en train de travailler avec eux et nous continuons, malgré la décision du tribunal, nous continuons à être en contact avec eux. Franchement, dire que je me suis saisie de la détresse des salariés pour des raisons électorales, est-ce moi qui ai choisi la date de cette affaire qui est un malheur pour tous? Vous n'avez vraiment pas le droit de dire des choses comme celle-là. En quoi la région a-t-elle trahi? À partir du moment où nous avons poussé des feux comme nous l'avions jamais fait, payer les salaires d'une entreprise en difficulté. Imaginez qu'on rentre dans le capital, soit d'une entreprise à constituer avec nous, soit d'une entreprise constituée avec le seul repreneur restant en lice. En quoi avons-nous démérité? Moi, je reste persuadée, au-delà de ce qui vient d'être dit sur le fait qu'il faut continuer à aller chercher des entreprises pour Saint-Claude et qu'il faudra accompagner de façon extrêmement forte les salariés, je me dis qu'il y a peut-être encore une action à mener, effectivement, pendant les 10 jours qui peuvent être suspensifs s'il y a un recours contre la décision du tribunal, parce que je vois que tous les acheteurs, parce que la clé, elle est quand même dans les acheteurs. Il faut des marchés pour que cette entreprise, elle puisse vivre, que ce soit celle du repreneur actuel ou une autre. Or, vous le direz à vos alliés communistes, il y a des acheteurs, qu'il faut des marchés. Il y a des acheteurs qui semblent encore prêts à travailler avec cette entreprise. Allez, on va je avancer, voudrais s'il vous plaît. pousser les feux jusqu'au bout. Le fonds, l'État a mis en place un fonds fonderie qui est alimenté par 20 millions. 50 millions. Non, il est alimenté par 20 millions par les constructeurs et par 30 millions par l'État. Donc ça fait un fonds de 50 millions. Est-ce que sur ces 50 millions qui sont destinés effectivement à du reclassement des salariés des fonderies, on ne peut pas imaginer qu'il y ait un peu d'argent pour faire redémarrer là où c'est possible? Et à Saint-Claude, ça peut être possible. Merci. Madame Dufay, je reprends ma transition par rapport à l'automobile. Oui. Qui est en train de passer du thermique à l'électrique, justement, oui. avec des conséquences sur l'emploi. Bien sûr. Parallèlement, Peugeot délocalise en Chine, notamment le nouveau modèle haut de gamme CX5. Est-ce qu'il faut mettre des conditions aux aides attribuées par rapport à l'emploi? Je veux dire, quel type d'aide? Absolument. Et nous sommes la seule région à avoir mis en place effectivement une charte avec des conditions mises à l'argent public que nous mettons dans les entreprises. Nous avons fait cela à l'occasion du plan de relance que nous avons voté au mois d'octobre. C'est-à-dire que nous avons mis en place cette charte qui dit à chaque entreprise qui reçoit de l'argent de la région, eh bien, quels engagements prenez-vous en termes de maintien de l'emploi, de développement de l'emploi, de formation, d'accueil de stagiaires, mais aussi en termes environnementaux. Vous faites quoi pour travailler sur la transition énergétique dans vos process de production? L'État a été quand même très, très incité par les syndicats à mettre en place cette charte. L'État ne l'a pas fait. Les régions, aucune ne l'a fait. Nous l'avons fait. Donc oui, bien sûr qu'il faut conditionner. Denis Thuriot, la relance est vraiment au cœur de votre campagne, de votre document de campagne. Sur ce que vient de dire Marie-Guy Dufay, vous
Vous êtes d'accord ? Moi, je voudrais déjà dire qu'il faut qu'on arrête d'être les pompiers, c'est-à-dire qu'on intervienne quand le mal est fait. Il faut qu'on soit beaucoup plus en amont, présent, aux côtés de l'État, et qui mieux que le mouvement que je représente peut l'être, parce que j'entends finalement des gens qui tirent constamment contre l'État, mais la relance, c'est l'État qui l'apporte, le plan de 100 milliards, y compris avec des fonds européens, et c'est une première, c'est Emmanuel Macron qui est allé le chercher. Les régions redéploient, abondent, et c'est ainsi que ça se passe. Donc déjà une cellule de veille avec laquelle nous associons les filières industrielles, les représentants des branches professionnelles en amont, pour bien être attentionné à ce qui se passe, à dire attention à une entreprise, n'est pas pris par exemple le choix de l'hydrogène, donc dans 2-3 ans vous allez être en difficulté, pas s'immiscer mais aider en amont. Ça c'est nouveau et donc c'est associé effectivement l'entreprise. Et puis l'objectif c'est aussi d'avoir des territoires d'entreprise, c'est-à-dire que ce ne soit plus la région qui dise voilà c'est comme ça un peu partout. Vous définissez avec les élus locaux, avec les entreprises locales vos besoins d'embauche, vos besoins de développement, vos besoins d'innovation et nous on sera derrière. Et oui aujourd'hui il y a une révolution industrielle nouvelle qui est terrible pour l'emploi parce que les voitures électriques consomment moins de composants, les voitures électriques nécessitent plus d'entretien, donc c'est un drame pour les concessions automobiles. Donc oui, pour la transition écologique, mais pas trop vite. Il faut que ça soit progressif, sinon nous allons avoir des séismes partout. Et c'est ce qui va se passer avec l'alliance de Madame Dufay. Nous aurons des Verts qui veulent aller beaucoup trop vite, qui sont beaucoup trop radicaux et qui vont supprimer les emplois que vous occupez aujourd'hui. Moi, je veux alerter là-dessus parce que le monde de l'entreprise, m'a contacté entre ces deux tours, est très inquiet de ce qui est en train de se passer. Alors, je vous pose exactement la même question, Monsieur Plattret. Par rapport aux aides, est-ce qu'il faut mettre des conditions? Et dans le cas particulier de l'automobile, oui ou non? Oui, mais pas que des conditions qui aggravent encore la situation des entreprises. Je pense à la politique qu'a menée Mme Dufay et qui va être aggravée par son alliance avec les Verts, des éco-conditionnalités. Écoutez, vous nous parlez de l'automobile. On est dans le cas typique de ce qu'une idéologie qui ne tient pas compte de ses conséquences sociales peut amener. La transition brutale du moteur thermique diesel au nouveau moteur crée de la casse sociale. Qu'est-ce qu'on veut? Bien sûr, protéger le climat. C'est un choix industriel. Non, mais attendez, qu'est-ce qu'on veut? Bien sûr qu'on veut tous protéger le climat. Il y a des changements climatiques auxquels on doit s'adapter. Mais on ne peut pas le faire au nom des milliers d'emplois sacrifiés. Il faut que nous fassions un choix. La société, ça n'est pas simplement réduire les gaz à effet de serre, on en est tous d'accord, mais il faut tout de même que ça ne soit pas au détriment de l'humain. Et moi, ce que je vois dans cette décision qui a été prise déjà il y a longtemps, et dont nous payons aujourd'hui les conséquences, c'est ce sectarisme qui est aujourd'hui celui développé par ce parti politique qui s'appelle Europe Écologie Les Verts. Donc oui, des conditions, évidemment, pour recentrer l'emploi. Je vais jusqu'au bout de mon propos pour vous répondre complètement. Mais également une action énergique de la région pour permettre aux industries et d'une façon générale aux entreprises de s'adapter aux nouvelles conditions de l'avenir. L'industrie 2.0, les mécanismes que nous pourrions mettre en place pour aider aujourd'hui l'industrie à épouser ce tournant du numérique et de la digitalisation. C'est vrai pour l'industrie, c'est vrai aussi pour les autres entreprises. Donc là, on a une action extraordinaire à mettre en place. Je regrette que nous n'ayons pas été assez actifs en la matière. Des initiatives ont d'ailleurs été prises sur le plan local qu'il faudra demain encourager, parce que si on ne fait pas ça, à la fois refuser le sectarisme de l'écologie politique qui condamne finalement tout le monde à la décroissance, parce que c'est bien ça qui est en jeu. C'est cette théorie de la décroissance que portent les Verts et qui vont demain être à la majorité de la région, et puis en même temps aider aux transitions qui permettent aux métiers de perdurer et surtout à l'emploi de ne pas être envoyé au fossé comme on vient de le voir à Saint-Claude. Julien Doul, d'accord avec ce que vient de dire Gilles Plattret? Je vais revenir sur l'automobile, qui pour nous est centrale en Bourgogne-Franche-Comté. Centrale d'un point de vue industriel et donc des emplois, centrale pour la vie quotidienne. On est une région qui à 73% est rurale. On est une région où sans voiture, on n'a pas de boulot. Sans voiture, on n'a pas de vie sociale. Sans voiture, on ne peut pas aller emmener ses enfants à l'école. C'est la réalité. Et le problème, c'est que les alliés de Mme Dufay vont davantage matraquer les automobilistes. Matraquer celles et ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'avoir un véhicule diesel, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix économique que d'avoir ce véhicule qui est le moins cher. Le moins cher. Voilà. Donc on ne peut pas être comme tous les bobos en trottinette, on ne peut pas avoir un véhicule électrique qui coûte très cher, malgré les aides qui coûtent très cher. Voilà. Et moi je regrette que cette alliance fragilise davantage celles et ceux qui sont les plus précaires, celles et ceux qui ont besoin de se déplacer, celles et ceux qui ont besoin d'aller chercher une formation ou un emploi. Je remarque que Mme Dufay a déjà maltraité les automobilistes avec la hausse de la carte grise, de 36 € à 51 € avec cette fusion qui a été un fiasco. Les automobilistes franc-comtois ont payé chèrement cette fusion. Ensuite, la TICPE, taxe sur les carburants, qui a été au taquet. Le Rassemblement national, à chaque fois, a demandé dans ses budgets de la baisser.
Mépris de Mme Dufay et de la majorité socialiste, c'est quelques centimes, c'est rien du tout. Ces quelques centimes, mis bout à bout, ça fait du pouvoir d'achat. Et moi, je souhaite rendre ce pouvoir d'achat aux automobilistes et je souhaite les protéger aussi d'une folie, d'une dinguerie des Verts, l'écotaxe. L'écotaxe qui ne va rien faire pour limiter la pollution dans notre région, qui aura un effet zéro sur la pollution. En revanche, sur l'emploi, ça va avoir un effet dévastateur. Effet dévastateur parce que 30 000 emplois sont liés au transport routier en Bourgogne-Franche-Comté et ça va favoriser les transporteurs étrangers, tout l'inverse, et donc fragiliser nos entreprises locales. Ça, c'est la politique des Verts, dogmatique, idéologique, bien pensante. La réalité, c'est que c'est un cauchemar du quotidien, à la fois pour nos salariés, nos entreprises. Alors, on va en arriver à l'écotaxe, mais je voudrais encore rester dans le Nord-Franche-Comté avec GE, qui cherche à revendre sa branche nucléaire. On sait que derrière le nucléaire, il y a la sécurité nucléaire, donc notre souveraineté quelque part. Comment on fait pour se protéger et pour protéger les brevets, nos brevets à nous? Déjà sur GE, il faut quand même reparler du contexte et de l'historique. GE, la vente aux Américains. Mais évidemment, organisé, théorisé, voulu par M. Macron. M. Macron soutenu par M. Thuriot et Mme Dufay. Parce que Mme Dufay, on en parle peu, est la grande amie de M. Macron. Mme Dufay a failli entrer au gouvernement l'été dernier. Mme Dufay a soutenu la politique macroniste du début à la fin du mandat. Mme Dufay se réjouissait et a fait campagne pour Emmanuel Macron en 2017. C'est la réalité. Et toutes les politiques aujourd'hui qui font du mal sur la protection, des brevets et de la souveraineté. À la base, il y a des décisions politiques qui ont fragilisé GE, qui ont fragilisé l'industrie en Nord-Franche-Comté. Donc oui, il faut des critères. Oui, il faut imposer une conditionnalité pour que l'emploi soit préservé. Oui, il faut exiger le remboursement des aides publiques. On ne peut pas se contenter de faire une petite charte et imaginer, parce que vous voyez, Mme Dufay, vous êtes dans une région imaginaire. La région imagine entrer au capital, la région imagine intervenir, la région imagine tout simplement agir. Sauf qu'il ne faut pas imaginer, parce que l'imagination, ça entraîne une réalité qui est brutale pour les salariés. Donc il faut agir. Moi, je souhaite que la région, avec les leviers dont elle dispose, en termes de formation, en termes d'aide publique, en termes d'investissement, puisse être là. Et elle n'a pas été là pendant 5 ans. Je tiens à dire qu'avec moi, président de région, elle sera présente et active. Denis Thuriot, un mot sur ce qui vient d'être dit, sur l'économie, sur la place que doit occuper la région. C'est une de ses premières compétences, c'est même sa première compétence, parce que l'économie, c'est la formation, c'est l'enseignement supérieur. Moi, j'associerais tout le monde au départ pour qu'on définisse ensemble, pas qu'on prenne à témoin tout ce secteur, mais qu'au contraire, on décide ensemble la politique d'appui économique. Vous parliez tout à l'heure des conditions. Oui, c'est des conditions de relocalisation, c'est des conditions de non-délocalisation, c'est des conditions d'évolution sur des entreprises qui doivent faire des efforts sur l'égalité femmes-hommes, de la lutte contre toutes les discriminations, les personnes handicapées, les personnes LGBT+, etc. C'est ça aussi le soutien à l'économie, il ne faut pas l'oublier. On est dans un paradoxe qu'on doit réaliser quand même. On a besoin d'export, on a besoin d'import, et donc on a besoin de retrouver plus d'autonomie énergétique en France en général et dans notre région. On a besoin d'accentuer un label Bourgogne-Franche-Comté qui est connu à l'étranger, mais pas forcément pour toutes ses compétences. Et on a besoin aussi d'avoir des entreprises, effectivement, à l'international, et c'est la raison pour laquelle il y a eu ces évolutions, notamment au niveau de General Electric. Vous le savez, on attend un rapport au mois de juin. Il y a notamment sur les petits réacteurs modulaires, le SMR, des perspectives d'avenir. Donc il faut qu'à la fois on soit recentré sur de la localisation, c'est pas un paradoxe que je dis, et en même temps ouvert au monde, parce que sinon nous allons nous rétrécir, nous renfermer. Mais il ne faut pas que ça soit au sacrifice des salariés, donc il faut avoir de nouveaux marchés. Mais pour revenir à l'exemple que je citais, est-ce que c'est uniquement le rôle de l'État de sauver un grand fleuron comme GE, ou est-ce que la région a un rôle à jouer quelque part? Mais bien sûr que la région a un rôle d'accompagnateur de l'État, et c'est ce que je veux faire. Je veux une région de relance. Parce que là, on est quand même sur des enjeux très importants. Et bien, bien sûr, mais la région a tout son rôle à prendre, et je le dis en amont pour éviter que les entreprises ne fassent pas les bons choix, et en accompagnement, quand il y a des choix stratégiques à faire, elle doit être consultée, associée raisonnablement. Alors là, c'est une différence entre M. Thuriot et moi, c'est très clair. La région n'a pas à accompagner l'État. La région a à se battre pour l'emploi, pour ses emplois. Moi, je suis désolé, dans cette affaire de General Electric, l'État ne joue pas son rôle. Quand vous discutez avec les représentants syndicaux que j'ai rencontrés, évidemment, dans le cadre de cette campagne, ils vous disent, mais quand on va au ministère de l'économie, on nous tient les éléments de langage que GE donne pour justifier ses choix délétères pour l'emploi. Donc il y a trop de connivence jusqu'au sommet du ministère de l'économie
avec General Electric aux dépens de l'emploi. Donc moi, je ne suis pas d'accord. Alors je sais bien, M. Thuriot nous dit finalement, l'État, c'est moi. Je suis macronien, donc non, mais je vous charrie. Personne n'est sacré. Non, mais bien sûr. Mais non, mais on ne peut pas dire, je suis du même parti que le gouvernement, tout va aller bien. Ça serait un peu simple. C'est pas ce que je dis. Mais enfin, c'est quand même ce que vous avez savez, la région, elle redéploie quand même les fonds de l'État, on est d'accord. Donc il y a besoin d'un dialogue. Monsieur Thuriot, on a aussi besoin d'avoir une région qui s'oppose à l'État lorsque l'État brade les choses. Donc qui accompagne. Lorsque l'État brade les choses. Donc moi, très clairement, et on en a discuté avec eux, il faut qu'il y ait un consortium, j'emploie le terme que la présidente avait employé concernant Saint-Claude, mais un consortium humain entre la région, les élus locaux, notamment de Belfort, et les organisations syndicales représentant les salariés. On a besoin de créer cette force pour faire contrepoint à un État qui, sur ce dossier-là, est trop faible et brade l'économie française, et en l'occurrence l'économie du Nord-Franche-Comté. Mesdames, Messieurs, le temps file, on va partir sur notre dernière thématique, on va parler de transport. Hein. La région, c'est notamment les TER, les trains express régionaux. C'est le quotidien de beaucoup de gens, beaucoup de navetteurs. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, pour maintenir les petites lignes? Est-ce qu'on les maintient, Marie-Guide Dufay? Comment on fait pour améliorer le confort de tous ces bourguignons franc-comtois qui prennent le train chaque jour? Les petites lignes, on ne les a pas supprimées. Hein. Ouais. Citez-moi une petite ligne qui a été supprimée. C'est pour ça que je vous ai demandé si on les maintenait. Donc, on les maintient, bien sûr. Alors simplement, pour parler des petites lignes, là où il y a une très faible fréquentation, se pose un problème d'équilibre économique de l'exploitation. Hein. Or, justement, c'est ça la question. Oui, c'est ça. On travaille aujourd'hui à des formules qui sont nouvelles, qui sont expérimentales, de trains sans chauffeur, hein, de trains rail, légers. C'est une formule tout à fait expérimentale qu'on est déjà en train de présenter sur la ligne Étang-sur-Arroux-Autun. Hein. Donc ça, c'est une formule qui peut-être, dans l'avenir, compter pour pouvoir maintenir de la circulation ferroviaire, effectivement, sur des petites lignes. Autrement, comment on améliore le confort? C'est en renouvelant notre parc TER. Hein. On va continuer à le renouveler, on va continuer à le densifier grâce aux travaux qui sont faits. Et là, il y a un programme de travaux qui est engagé sur toute notre région qui fait que les lignes vont être toutes plus robustes les unes que les autres. La dernière en date, faisant l'objet de ces travaux importants, étant la ligne qui nous amène de Besançon à la Suisse, par la ligne des horlogers. Donc le choix, c'est pas soit davantage de lignes ou soit davantage de trains. Non, pour vous, c'est les deux en même temps. Mais bien sûr, bien sûr. Julien Doul, vous parlez beaucoup des TER, mais vous parlez beaucoup aussi des caméras et de la sécurité dans les TER. Pour vous, c'est lié à tout ce qu'on vient de dire sur le confort, sur le maintien des petites lignes. Il faut également cette notion de sécurité. La sécurité, on le rappelle au passage, pas une compétence de la région. Vous avez des propositions, malgré tout, sur ce thème. Mais qui peut le devenir, et qui doit le devenir au regard de la situation qui est calamiteuse, il faut bien le dire. Dans les transports, déjà, l'insécurité y règne. Moi, j'ai énormément de témoignages, et puis moi, je prends le train, vous savez, parce que bon, on a eu pendant 5 ans un vice-président au transport qui ne prend jamais le train. Donc c'est vrai que c'est difficile d'appréhender les réalités et les difficultés des usagers des transports publics. La réalité, c'est que oui, il n'y a pas un sentiment d'insécurité, il y a des réalités d'insécurité. Il y a des réalités d'insécurité, notamment le soir, notamment pour les femmes, dans les gares, à la gare de Dijon notamment. Combien de faits divers que vous avez pu relayer dans vos colonnes à la gare de Dijon, qui sont le fait principalement, il faut le dire, de migrants ou d'étrangers. On a eu quantité d'agressions, notamment de femmes en période de Ramadan. Je me rappelle en 2018, en gare de Dijon, où une femme s'était fait agresser par 2 migrants afghans. Donc il faut évidemment des effectifs. Il faut des effectifs pour renforcer la vidéoprotection, c'est une nécessité. Mais sur les transports, il n'y a pas que la sécurité. Il y a évidemment l'équilibre du réseau. Puisque vous regardez un petit peu la région, il y a une véritable fracture territoriale au niveau des transports. Si vous voyagez entre Dijon et Besançon, il n'y a pratiquement aucun problème. Le réseau est à peu près optimal, on voyage bien, c'est assez confortable, et il y a des trains qui passent régulièrement. La réalité, c'est que sur d'autres lignes que vous qualifiez de petites lignes, parce qu'il n'y a pas de petites lignes en Bourgogne-Franche-Comté, il y a des lignes qui sont vitales pour désenclaver des territoires qui sont de plus en plus abandonnés. Et le problème de la majorité sortante, c'est qu'elle a favorisé notamment la fermeture des guichets de gare. Et la fermeture des guichets de gare, c'est quoi ? C'est la première étape avant la fermeture d'une ligne, tout simplement. C'est de dire qu'une gare est non essentielle, comme on dit dans le jargon macroniste. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, bon nombre de nos concitoyens en Bourgogne-Franche-Comté n'ont pas des qualités de transport décentes. Et si je prends la ligne que je connais bien
qui est celle de Paris-Bercy à La Roche-Migène, c'est déplorable. Déplorable en termes de sécurité, déplorable en termes de trafic, déplorable en termes aussi, c'est important, de tarification. Ça fait depuis le début du mandat qu'on demande une négociation poussée et forcée avec la région Île-de-France pour avoir un pass Navigo du nord de Lyon. On a 8 000 à 10 000 navetteurs du nord de Lyon qui travaillent tous les jours en Île-de-France. Il y a le mur tarifaire à la frontière de la Seine-et-Marne. Ils se font matraquer. La région Bourgogne-Franche-Comté a été passive du début à la fin. Il n'y a aucune avancée. Il est temps de se mettre au travail. Alors, justement, sur le thème de la sécurité dans les transports, notamment les TER, j'ai regardé votre programme, M. Plattret. Je n'ai pas tellement vu la différence avec celui de M. Odoul. Mais c'est pas grave. Enfin, vous voyez, Y compris les éoliennes, d'ailleurs. Pour moi, c'est pas un souci. Aujourd'hui, on a des problématiques de sécurité. Elles ne sont ni de droite ni de gauche. Plutôt que de vous interroger sur le fait qu'il y ait des éléments communs dans nos deux programmes sur ce sujet, vous devriez bien plutôt interroger ceux qui n'ont pas repéré ces problèmes de sécurité et qui n'ont pas inscrit leur résolution comme un axe de leur propre programme. En l'occurrence, Mme Dufay et M. Thuriot. Moi, je voudrais revenir quand même un instant sur la question des TER. C'est vrai que M. Odoul connaît bien le TER pour Paris, puisqu'il habite là-bas et il n'habite pas dans la région. Donc il le prend souvent pour venir faire campagne. 8 000 de mes compatriotes. Toujours est-il que nous avons aujourd'hui un vrai besoin de rénovation de ces lignes. Madame Dufay se gargarise du fait qu'elle n'aurait fermé aucune ligne. Vous voulez qu'on parle un peu de Belfort-Del, qui devait accueillir 1500 passagers et qui est à 10 passagers par jour? Non, mais attendez, mais est-ce que vous me laissez finir, s'il vous plaît, Madame la Présidente? Est-ce que vous pourriez reconnaître qu'on n'a pas calibré le cadencement comme il était nécessaire et qu'on est très en deçà des besoins du public? Parce qu'en réalité, ce n'est pas de se dire qu'on va mettre des trains supplémentaires, encore faut-il qu'ils correspondent aux besoins de la population. J'ai amené, vous l'avez vu d'ailleurs dans ce programme, une initiative qui est prise par une entreprise française de créer une voiture autonome, donc sur une ligne, le taxi-rail, sur une ligne non électrifiée, ce qui coûte beaucoup moins cher. Ce qui coûte cher, c'est l'électrification des lignes en réalité. C'est une voiture qui peut fonctionner soit au gaz vert, soit à l'hydrogène, qui comprend une quinzaine de places et qui est réservable à l'avance et qui donc ne fonctionne que si elle est réservée. Voilà de la souplesse, qu'il nous faut absolument mettre sur le terrain. Donc oui, il y a des problèmes de sécurité. Nous nous sommes engagés à vidéoprotéger l'ensemble des rames et pas simplement les nouvelles qui sortent d'usine, mais toutes les rames, parce qu'il faut absolument assurer la sécurité des voyageurs. Oui, il y a des problèmes d'inadéquation, mais je vais vous dire les choses, il est grand temps qu'on ouvre à la concurrence. Ça a été un angle mort idéologique de Mme Dufay qui a refusé obstinément l'ouverture à la concurrence de l'exploitation des lignes. Si vous ouvrez la concurrence, vous allez voir que subitement, on va améliorer la qualité du service. Justement, c'est la question que je voulais poser à M. Thuriot. Est-ce qu'il faut ouvrir les lignes TER à la concurrence? M. Thuriot voudrait déjà réagir à ce qui était dit avant, parce que j'ai aussi mon temps de parole sur le reste. Alors, au-delà d'être la majorité présidentielle, j'espère aussi être les propositions de bon sens, à côté des dogmes de l'extrême gauche avec Mme Dufay, de l'extrême droite avec M. Odoul et de Debout la France avec M. Plattret. Pourquoi je dis cela? Parce que la relance des petites lignes, ce n'est pas la région qui l'a décidé, c'est le ministre des Transports quand il est venu. C'est le ministre des Transports, c'est l'État, je suis désolé, et la région doit l'accompagner. Alors oui, bien sûr que les petites lignes, elles sont importantes. Moi, je souhaite porter un programme de proximité, parce que je suis un maire d'une ville qui souvent doit lever le doigt et qui n'a pas grand-chose derrière. Je ne dis pas qu'il n'y a rien, mais pas grand-chose. Donc je suis tout au bout de cette région, mais en même temps, je souhaite plus d'équité. Je peux comprendre l'ensemble des territoires. Je peux comprendre que la ligne, par exemple, d'El-Belfort, doive peut-être un jour aller jusqu'à Giromagny, qui est donc attendue au niveau du Ballon d'Alsace et qui permettrait d'étendre une attractivité, d'étendre le tourisme. Par contre, il faut travailler les cadencements, il faut travailler les horaires, mais il ne faut pas le faire tout seul. Il faut le faire avec les maires, avec les présidents de comités de communes et avec les habitants. Et si on veut avoir les moyens de développer plus d'usagers, parce que c'est ça qui se pose parfois, c'est le ratio usager-coût, eh bien, il faut qu'on soit dans les bons créneaux, et je pense que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, il y a aussi, on parle de mobilité, les canaux, personne n'en parle, mais je suis allé visiter, sans doute comme vous tous, des ports qui ont un potentiel d'implantation autour, d'économie, qui est un potentiel de dégagement du fret des routes, et donc plus de sécurité, et donc utiliser des moyens. Ça, il n'y a pas besoin d'être vert radical pour le porter. Donc les mobilités aujourd'hui sont un enjeu régional important. Par contre, qu'on arrête d'attiser. La sécurité, c'est pas la peur. La sécurité, c'est les moyens. Je vais y revenir. La sécurité, mais on a parlé de sécurité, je vais en parler, vous m'excuserez. La sécurité, c'est pas la peur. C'est la première fois que ça sort de votre bouche. Monsieur Odoul, j'ai pas de leçon à recevoir parce que vous n'avez pas de responsabilité exécutive. Moi, je suis président d'Aglo. Je suis en train de constituer une police intercommunale. Ben non, mais vous me laissez parler. Justement, je vous redonne la parole. J'ai équipé ma police, je l'ai armée, donc je suis très détendu là-dessus. Je connais bien la délinquance des deux côtés en tant qu'avocat et les problématiques qu'il peut y avoir. Au Banlais, vous faites pas grand-chose. Par contre, vous voulez que je vous parle de Fréjus? Au Banlais, vous faites
pas grand-chose. Contactez votre collègue de Fréjus. Allez, on va parler un peu de Bourgogne-Franche-Comté. Un peu de Bourgogne-Franche-Comté, s'il vous plaît. Non, mais je dis les choses parce que ça suffit. Hein. Ça s'appelle la démagogie. Au c'est piteux. La démagogie, c'est la perte de voix. Vous avez alimenté la délinquance. 72 c'est zéro comme résultat. On n'est pas là pour parler de maire, monsieur. Vous n'y connaissez rien. On va terminer sur les transports, s'il vous plaît. On va terminer sur les Vous n'y transports. connaissez absolument rien sur la rénovation d'une ville. Vous n'êtes qu'un conseiller municipal, monsieur Odoul. Vous n'êtes pas un maire. Oh, Vous n'y êtes pas arrivé. Quel mépris vous pour n'y les êtes pas élus arrivé. municipaux. Quel mépris, Vous n'y êtes pas monsieur arrivé. Thuriot. Celui qui a mépris très celui macroniste. qui a la responsabilité d'un exécutif, c'est un maire. Terminer sur les transports, s'il vous plaît. Monsieur La Thuriot, sécurité, la- laissez la parole. Il n'y a pas Moi, les je élus vous qui tais quand sont j'ai pas la tout, parole, puis donc les élus gérez qui votre sont... temps de Allez, parole. monsieur Odoul, s'il vous Non, mais plaît. quel mépris quand même pour les élus municipaux. Vous On va savez, laisser moi je suis monsieur très fier Thuriot des terminer. municipales. Bla. Je ne suis pas dans une cour maternelle, donc je voudrais pouvoir m'exprimer. Allez-y. Et si M. Odoul ne supporte pas qu'on ne soit pas d'accord avec lui, il ne faut pas qu'il fasse. pour en revenir à la question. Politique. Je voulais dire simplement qu'aujourd'hui, la sécurité, c'est donner des moyens. Et l'État est en train de le faire dans les commissariats. Vesoul, 24 policiers en plus. Nevers, 7 policiers en plus. Le Creusot, 5 policiers en plus. Des créations de psych dans le Morvan. L'État reprend ses responsabilités et va remettre le niveau à peu près de 2016, ce qui est important. Après, les maires et les communes doivent accompagner cette sécurité et la région doit donner les moyens par la fibre, par la 5G pour les caméras. Je ne suis pas contre, j'en ai mis et nous en mettons les uns et les autres. Mettre de la caméra dans les bus, dans les transports publics, c'est tout à fait logique. Mais ça s'arrêtera là. Monsieur Odoul est anticonstitutionnellement recevable pour faire une police régionale. Ça n'a pas de sens et ça mangerait tout le budget de la région. On est dans la pure démagogie. Ce que je voulais dire par rapport à la mise en concurrence, bien sûr qu'il faut la faire. Et bien sûr qu'il faut la faire. La concurrence raisonnée, c'est sain. Et ça permet d'offrir plus de services, plus d'offres, de jouer sur les tarifs entre les différents acteurs des mobilités. Et donc, moi, je suis pour une concurrence raisonnable qui ne mette pas en néant, évidemment, notre système de mobilité actuel, mais qui, au contraire, le motive un peu parfois. Pour conclure sur ce thème, Marie-Guy Dufay, vous avez encore un peu de temps de parole par rapport à vos adversaires. Est-ce que vous voulez rajouter un mot, notamment sur cette question de la sécurité dans les transports? Sur la question de la sécurité, toutes les études montrent qu'il y a énormément de besoins de la part des usagers sur les transports, plus de confort, plus de trains rapides, etc. Et que le thème de la sécurité dans les TER, il intervient pour 1% des sondés. La préoccupation sécurité. Donc, il ne faut quand même pas exagérer. Pour les victimes, il intervient à 100%, Madame Dufay. Il ne faut pas exagérer sur ce sujet-là. Pour les victimes, Moi, il est à 100%. Je voulais juste revenir sur M. Odoul disant qu'il n'y a eu aucune avancée sur Lyon. Effectivement, nous avons des trains qui sont beaucoup trop encombrés pour aller effectivement du nord de la Bourgogne en Île-de-France. L'amélioration passe par un dialogue et un travail avec Mobilité Île-de-France et la région Île-de-France. Ce travail est commencé, vous le savez, j'ai fait voter un rapport et donc vous ne pouvez pas dire que la région ne fait rien. Et nous sommes allonger les temps de trajet. Nous sommes en train de commander des trains pour que justement on ait des trains plus confortables, plus grands. Donc s'ils sont plus grands, il y aura moins d'encombrement dans ces trains et ce sera plus fluide. Et nous avons démarré une discussion qui est une négociation avec Île-de-France pour effectivement trouver un accord sur la tarification entre le pass Navigo du bassin parisien et nos abonnements TER. La négociation, elle est en cours. Vous ne pouvez pas dire que rien n'a été fait. Vous l'avez démarré en février 2021. En février 2021, à quelques rien semaines de la fait. fin de votre mandat. Vous dites simplement, rien n'a été fait Odoul, pendant 5 rien ans n'est fait, et vous vous réveillez en février. Allez, le temps tourne, il est déjà temps de conclure. On va proposer à chacun d'entre vous une minute, Bernard. On a procédé à un tirage au sort pour que tout soit transparent juste avant l'émission avec les candidats. C'est Gilles Platrey qui va commencer, suivi de Julien Odoul, de Marie-Guy Dufay et enfin de Denis Thuriot. Une dernière question et une minute. Alors, chacun. 2 questions simples pour terminer. Si vous êtes président, quel style de pouvoir et quelle ambition pour la région? Écoutez, je me suis engagé sur une région de proximité, une région proche des habitants et des citoyens, proche des entreprises, proche des maires, proche de celles et ceux qui ont besoin de la solidarité régionale. Donc c'est exactement ce style que je donnerai à l'exercice du pouvoir et je commencerai sans attendre une tournée des communes. C'est un maire qui vous parle. C'est mon ADN depuis toujours. J'ai besoin de cette proximité pour comprendre les choses et surtout définir des politiques qui correspondent aux besoins de la population. En matière de sécurité en particulier, en matière de santé, on a peu parlé hélas de la désertification médicale qui est un enjeu majeur en matière d'accompagnement de nos anciens dans l'adaptation de leur logement pour les aider dans la perte d'autonomie. Donc on a besoin de cette proximité. Donc ça c'est un enjeu majeur. C'est celui que j'ai développé dans le cadre de cette campagne et finalement c'est celui qui me correspond mieux depuis des années. Xavier Bertrand s'est fait élire en Hauts-de-France la première fois en disant « je vais être le maire de la région ». Ce n'était pas une formule inutile, il faut être proche des habitants, il faut
essayer de ramener la région dans la réalité du terrain. Je regrette très honnêtement que nous ayons, à la faveur de cette alliance entre le Parti socialiste et les Verts, le risque d'une dégringolade de la région parce qu'on va faire du sectarisme contre les agriculteurs, contre les chasseurs, contre ceux qui veulent manger de la viande, contre ceux qui veulent continuer à vivre dans une région qu'ils aiment, parce que c'est ça la réalité du terrain. Donc notre enjeu, c'est que la droite républicaine et le centre, avec les écologistes qui ne sont pas verts, qui ne sont pas dogmatiques, demain, dimanche, viennent voter et puis s'assurer l'alternance, parce que nous avons grand besoin pour relever notre territoire. Même question à vous, Monsieur Odoul. Quelle ambition, quel style? Je veux une région qui protège les Bourguignons et les Franc-Comtois. Je veux une région qui fasse de la sécurité une priorité. Et ma première mesure, ce sera notamment d'instituer un fonds d'aide aux victimes de l'insécurité, qui sont aujourd'hui totalement abandonnées. Un fonds d'aide de 5 millions d'euros. Aujourd'hui, la région socialiste verse 5 millions d'euros pour la formation des migrants. Moi, ce sera pour aider les victimes de l'insécurité, et notamment les femmes victimes de violences conjugales, car c'est insupportable qu'en 2021, on ait ces réalités dans notre région. Protéger les emplois locaux, préserver notre outil industriel, garantir l'équilibre des territoires. On a une région qui est à majorité rurale et pourtant tout a été concentré pour la seule métropole de Dijon. Les emplois, les développements, les subventions. Moi, je souhaite, avec une mesure extrêmement concrète, le bouclier rural, équilibrer les subventions, c'est-à-dire réaménager nos territoires ruraux. 1 euro pour les métropoles, ce sera 1 euro en face pour les petites communes. Et je le dis à nos concitoyens, je le dis à nos électeurs, s'ils vont voter dimanche, nous gagnons. S'ils vont voter dimanche, nous gagnons et nous faisons que leurs idées seront à la tête de la région. La question est un peu différente pour vous, Madame Dufay. Qu'est-ce qui peut changer dans votre style et dans l'ambition de la région? Je ne sais pas si c'est dans le style. Je ne changerai pas mon style. C'est un style d'ouverture, c'est un style de dialogue avec tous les acteurs avec lesquels nous avons à travailler. Donc, je ne changerai pas. Par contre, il y a une démarche que je ferai qui va dans le sens de la proximité. Parce que moi aussi, je ressens cette nécessité d'aller vers davantage de proximité. C'est davantage de proximité vers les territoires les plus pauvres, les plus en difficulté. Aujourd'hui, nous avons harmonisé toutes nos politiques dans la région. De Sens à Belfort, elles étaient toutes différentes, on a tout harmonisé. Maintenant, il faut territoire par territoire regarder ceux qui sont les plus en difficulté et faire de la différenciation, c'est-à-dire de la solidarité. Donner plus à ceux qui ont moins. Et ça, c'est compliqué, parce qu'il faut en même temps être équitable et solidaire. C'est le sens des valeurs de gauche que je porte. Des valeurs que je porte avec mes alliés naturels, que sont le Parti communiste, les écologistes et les Verts. Il y a 2 piliers à respecter pour conduire les affaires dans cette région. C'est le pilier social, pour vraiment travailler les solidarités au niveau de l'emploi et de la formation. Le pilier écologique, parce que l'écologie, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Merci Marguerite Dufay. Monsieur Thuriot, même question. Le mot de la fin pour vous? Le mot de la fin, c'est déjà de rappeler que l'abstention ne peut pas être le premier parti de France. L'abstention n'a pas de visage, l'abstention ne décidera de rien et l'abstention ne vous aidera pas. Après, pour justement que je puisse accéder à la présidence de région, il faut qu'il y ait un peu plus d'1 300 000 électeurs aillent voter, ce qui est considérable, ce qui est énorme et ce qui peut laisser une chance à chacun. Donc oui, les choses sont possibles pour changer une région qui soit davantage de proximité, qui reconnaisse une présence de Dijon et Besançon et qu'on sorte de cette guerre qui mobilise beaucoup d'énergie, qu'on reconnaisse l'importance de ces 2 villes et puis qu'on aille mailler dans les territoires ruraux, qu'on envoie nos élus régionaux sur le terrain, qu'on les connaisse, qu'ils puissent aider les maires, les habitants, les entreprises. C'est ça la région de demain, une région qui porte ses compétences. Monsieur Odoul, effectivement, n'est pas maire, il n'a pas assuré la sécurité d'une ville. Moi, je sais de quoi je parle en le faisant dans la mienne. C'est compliqué, personne n'a des solutions magiques. Mais en tout cas, il faut faire confiance aujourd'hui, il faut aller voter. Aujourd'hui, ceux qui ont le pouvoir ne sont pas les élus, sont les électeurs. Utilisez-le, allez voter le 27 juin, c'est comme ça que vous exprimerez. On a besoin de vous et je vous donne rendez-vous. Merci Denis Thuriot, merci à tous. Le vote, on le rappelle, c'est dimanche 27 juin. Les résultats seront évidemment à suivre tout au long de la soirée sur vos sites. Le Journal de Saône-et-Loire, l'Est républicain, le Bien public et le Progrès du Jura. Les 4 candidats qui vous sont proposés, ils sont ici. Julien Odoul, Rassemblement National, Marguerite Dufay pour la gauche, Gilles Platré pour le centre et la droite, et enfin Denis Thuriot pour la majorité présidentielle. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Merci à vous. Merci.